réunion est co-organisée avec la Fédération royaliste de Provence et l'Action française Provence. Pour cette réunion, et eu égard à l'actualité de ces dernières semaines, de ces derniers mois, nous avons pensé que le thème abordé, d'une terreur l'autre, l'état d'urgence, constituait un sujet de choix. Un sujet de choix, il fallait des orateurs de choix. Et je vous présente Madame Annie Laurent, que la plupart d'entre vous connaissent, qui est une spécialiste de l'islam et qui a d'autres spécialités, qui a d'autres qualités, que vous découvrirez pendant la réunion. Monsieur Valentin Lugoz, là également, il n'est plus à présenter, journaliste au Monde, du Monde de langues ailées, et Jean-Baptiste Denier, professeur de droit à Aix-Marseille Université. Bon, je ne voudrais pas vous imposer ma voix désagréable. Je laisserai la parole à Antoine de Crémier qui animera le débat entre nos trois invités. Je voudrais vous dire quelque chose. Est-ce que la France a laissé un certain nombre d'héritages à l'humanité? Il y en a un pour lequel nous ne sommes pas très fiers, c'est le terrorisme. Dans le monde entier, dans toutes les langues, terrorisme est un mot français, il s'écrit en français. Et c'est quelque chose que nous avons légué à l'humanité et à notre civilisation. Et ce terrorisme trouve son origine en 1793 et dans l'exécution du roi. Le terrorisme, nous savons, en France, nous savons. On a beau condamner les pilleurs de tombes, mais nos républicains n'ont-ils pas pillé les tombes de Saint-Denis? Nos républicains ne se sont-ils pas promenés avec des têtes au bout de pique pendant ces moments pénibles qu'a connus la France entre 1789 et 1793? Donc, aujourd'hui, nous donnons des leçons. Nous avons quelques ressentiments et nous avons quelques émotions quand nous voyons Palmyre être détruite par les barbares. Mais nos républicains n'ont-ils pas détruit un certain nombre de monuments dans ce beau pays? Voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire un peu en socle de notre réflexion de ce soir. Je laisse la parole à Antoine de Crémier. Qui unit, me semble-t-il, aussi bien Annie Laurent que Jean Perroncet-Lugoz, c'est le Liban. Et j'ai repris récemment, monsieur, un de vos premiers livres, Une croix sur le Liban. Et vous dénonciez déjà avec une certaine énergie, mais hélas, une prémonition qui s'est avérée exacte, l'espèce de sidération épiscopale dans la querelle entre les maronites et les palestiniens en particulier, où de toute façon c'était les maronites qui étaient les fauteurs de guerre et bien au contraire les palestiniens étaient les gentils qu'il fallait protéger. Mais j'ai noté, vous étiez né à Marseille, ancien élève de Mélisande, je sais si ça parle ici à un certain nombre d'entre nous, puis Thiers, Perrier, puis diplômé du l'IEP Paris, de la faculté des lettres d'Alger, de l'Institut national des langues du Caire, journaliste, c'est votre fonction. Lorsqu'on parle de vous, on dit oui, c'est un journaliste. Et dans le radeau de Mahomet, livre que vous avez écrit qui a été publié en 1982, vous dénoncez non seulement le danger islamiste, mais la soumission et les comportements des limites de l'esprit. Une espèce de soumission qui fait le titre
vous le savez, d'un livre, et qui peut se vérifier en permanence. Lors d'une conversation avec les amis de mon épouse, en rigolant, je lui dis « Tiens, t'es bourgeoise », etc. Il y en avait une, et se posait la question de savoir, mais si jamais, après le livre de Houellebecq, si jamais il y avait un président musulman qui se présentait, qui était élu. Eh bien, il y en a quand même un certain nombre qui ont dit « Ah, ben, ça dépend du musulman, ça dépend, il faut voir comment il est, etc. » On a déjà cette prémonition que vous aviez, c'est les comportements de limite d'esprit. Et vous dénonciez, je vous l'avais dit à juste titre, l'aveuglement sidérant de la plupart des évêques, et ça n'a pas changé, sur la situation du Liban, pour laquelle bien souvent les maronnites étaient les responsables de la violence contre les pauvres Palestiniens. Annie Laurent est provençale aussi, née à Saint-Rémy de Provence. Donc titulaire d'une maîtrise de droit international, d'un doctorat d'État en sciences politiques, pour une thèse sur le Liban. Vous voyez que le Liban vous réunit tous les deux, et son voisinage. Vous avez séjourné, je crois, plusieurs années, 5 années, je crois, au Liban. Vous aviez édité un périodique, Libanoscopie. Vous collaborez à de nombreuses revues, périodiques, je ne citerai pas tous, et beaucoup d'entre nous ont eu le plaisir de vous entendre en conférence. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages et vous avez participé comme expert nommé par le pape Benoît XVI au synode spécial des évêques pour le Moyen-Orient qui s'est déroulé à Rome du 10 au 20 octobre 2010. Jean-Baptiste Daunier, faut-il ici présenter Jean-Baptiste Daunier, que tout le monde connaît, que nous apprécions la précision. Et s'il fallait le définir, je dirais un juriste maurassien. Le double titre, précisément, pour toujours chercher l'exactitude des choses, la précision. Ces ouvrages juridiques, je ne sais pas s'ils sont tous, la thèse notamment sur l'autorité en droit privé, est vraiment accessible aux non-juristes, mais les juristes s'y régalent. Mais dans les textes que j'ai pu retrouver sur Internet, il y en a quelques-uns quand même, il y en a que j'ai trouvé tout à fait intéressant et pour moi accessible, c'est le droit naturel et le droit positif. Sens et portée d'une distinction. J'ai trouvé que c'était un texte absolument fondamental et tout à fait remarquable. Et qui dépasse, je dirais, le strict juridisme étroit dans lequel on risquerait de l'enfermer. Ce qui, bien entendu, il ne faut pas faire. Vous voyez donc, nous avons 3 intervenants de qualité, auxquels je laisse la parole. Je ne sais pas s'il y a un ordre qui a été prévu. Jean? Non, c'est M. Perron-Saludos qui commence ou... Voilà, donc, monsieur, je vous laisse la parole. Vous avez fait allusion à des origines marseillaises. Oui, merci. Et moi, je dis merci à la Fédération royaliste provençale qui me permet de renouer à Marseille, ville dans laquelle je ne vis plus depuis l'âge de 18 ans, même si je suis revenu souvent, et qui m'a rappelé les débuts de mon cursus monarchiste, si je peux dire, car à l'âge de 14 ans, j'étais membre du cercle, je vais peut-être tricher sur mon âge, je ne sais plus, du cercle commandant de Renard, qui gitait dans un sous-sol humide et obscur, derrière la préfecture, et nous avions la joie d'y recevoir Pierre Boutin. Donc c'est sous ces auspices-là que j'ai fait mes débuts de monarchiste. Cependant, je suis le fils d'un canonnier du roi qui avait été assez actif à Marseille dans les années 30, mais il ne m'a jamais formé, ni au contraire bien sûr, dans cette perspective monarchiste. Il s'est simplement contenté, quand j'ai su lire, donc vers 6 ans, de me donner un livre d'histoire de France. Je ne l'ai pas conservé là, c'était une sorte de Bainville, histoire de France illustrée. Et le premier chapitre que j'ai lu, et qui a, je crois, décidé de ma vocation, entre guillemets, royaliste, c'était le calvaire, et comme a dit tout à l'heure un Jean royaliste au Sacré-Cœur, et le meurtre
de Louis XVI et non pas exécution, comme on entend dire si souvent. Donc merci à la Fédération royaliste provençale de m'avoir invité, de me permettre de renouer avec mes origines ethniques et politiques. Alors, M. de Crémier a rappelé aussi mon passage au Monde. Je suis d'ailleurs toujours membre de la Société des rédacteurs du Monde, parce qu'on l'est à vie si on le souhaite. Et beaucoup de gens me demandent comment vous avez fait royaliste pour être au Monde. Moi, je suis rentré au Monde à l'époque de Beuve-Méry. Beuve-Méry n'était peut-être pas monarchiste, mais il se serait bien accommodé d'un roi, surtout si ce roi avait été un bon catholique, car Beuve-Méry était avant tout catholique. Et j'ai vécu des années très heureuses au Monde pendant 25 ans, parce que je n'étais pas le seul monarchiste, et bien sûr nous ne faisions pas de propagande dans les bureaux, mais tout le monde connaissait nos opinions, et la chasse aux monarchistes a commencé avec le trotskiste Plenel, qui a fait régner la terreur dans les couloirs du Monde, et à ce moment-là, j'ai moi-même démissionné de mon poste, j'étais chargé de la francophonie, mais je n'ai pas démissionné de mon statut de rédacteur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis toujours membre de la Société de rédacteurs du Monde. Voilà pour cet aspect. Bon. Mais ce dont je voudrais vous faire profiter ce soir, c'est de mon expérience marocaine, puisque depuis 10 ans, je partage ma vie entre la Provence et le Maroc. Je travaille au Maroc dans la presse en ligne. D'ailleurs, les amis de la Faute à Rousseau me font l'honneur de reprendre parfois mes articles de la presse en ligne marocaine. Et je travaille là-bas dans l'édition avec des éditeurs musulmans et j'y édite des livres. Cette année, je vais rééditer par exemple un livre qui a disparu de nos bibliothèques et des à l'espoir des royalistes français, Gaston de France. Donc ça, c'est un aspect de mon travail au Maroc. Je voudrais profiter, donc, puisque j'ai la chance de vivre au Maroc dans une vraie monarchie, même si ce n'est pas une monarchie catholique, on ne va pas tout avoir, et je suis un peu, si vous voulez, dans cette filière qui a été inaugurée par l'IOT, puisque l'IOT, vous savez très bien, c'est un de nos plus grands monarchistes. D'ailleurs, s'il est arrivé à rajeunir, régénérer l'empire chérifien, comme on l'appelait à l'époque, c'est justement parce qu'il était monarchiste. Et l'IOT avait amené avec lui toute une équipe de monarchistes qui sont maintenant oubliés, Pouna Dorès, ou Tranchant de Lunel, les frères Tard, etc. Et ce sont ces gens-là qui ont régénéré la monarchie marocaine et qui font qu'aujourd'hui, cette monarchie tient debout. Je dois dire que même après l'IOT, beaucoup de monarchistes sont venus s'installer au Maroc, des colons, des administrateurs, des médecins. Et aujourd'hui, j'appartiens à cette génération, j'espère que ce n'est pas la dernière, qui a choisi le Maroc pour avoir le bonheur de vivre sous un vrai roi. Alors, est-ce que le Maroc, malgré son vrai roi, est à l'abri de cette violence qui est affichée ici, cette violence musulmane, islamique, peu importe le nom qu'on lui donne, ou comme disent notre chef de l'État actuel, le terrorisme ou la violence, sans jamais préciser de quelle origine elle est. Le Maroc n'est pas du tout à l'abri de la violence terroriste islamique. D'ailleurs, il y a eu, on l'a oublié parce qu'il y a eu tellement d'attentats, un des plus gros a été celui de Casablanca en 2003, où il y a eu 45 morts, dont des Espagnols, dont des Juifs, etc. Il y a d'ailleurs maintenant, au cœur de Casablanca, un monument élevé par ordre du roi en mémoire de ces victimes-là. Et en 2011, une bombe a explosé dans un café touristique sur la place Jemaa el-Fna de Marrakech, qui est le rendez-vous des touristes, et plusieurs personnes ont été tuées, dont des Français. Le Maroc n'est pas à l'abri, mais ce qui fait la différence du Maroc avec d'autres pays, comme par exemple l'Algérie, la Turquie, l'Arabie Saoudite même, c'est que le Maroc, j'en ai l'intime conviction, quoique un pays musulman et profondément musulman et croyant,
ne joue pas un double jeu. Il lutte vraiment, et ça je le vois tous les jours, contre les islamistes locaux, et quand ils en attrapent, ils ne les relâchent pas comme ça se passe ici chez nous. Donc le Maroc, il y a un autre pays qui joue aussi ce jeu direct, qui se trouve, c'est bien entendu une monarchie, c'est d'ailleurs un cousin du roi Mohamed VI, c'est la monarchie hachémite de la Jordanie, avec le roi Abdallah II, et comme vous le savez, ces deux dynasties se rattachent au sang de Mahomet, donc ces deux dynasties sont cousines, et d'ailleurs elles se visitent, elles s'épaulent. Une autre monarchie qui n'est pas d'origine mohamédienne, c'est celle, vous le savez, de l'Espagne, mais les deux monarchies s'épaulent, se consultent, se rencontrent. Quand en 2011, il y a commencé à avoir une agitation qu'on a appelée à tort printemps arabe au Maroc, le roi Juan Carlos a pris un avion, il est venu tout de suite. À l'époque, il avait encore une aura, il n'était pas abîmé par un certain nombre de petites affaires, et il a conseillé le roi Mohamed VI, qui l'a écouté, qui a très bien joué, qui a pris les devants, qui a réformé la Constitution, et qui a permis aux islamistes, il faut savoir qu'au Maroc, le gouvernement est à peu près de la même couleur que celui de la Turquie. Ils ont d'ailleurs le même nom, Parti de la justice et du développement, et ils sont très proches les uns des autres, mais l'immense différence entre les islamistes turcs, outre le fait qu'ils jouent un double jeu avec nous, au Maroc, ça je l'ai constaté 100 fois, les islamistes sont monarchistes, sont profondément monarchistes. Et même mon journal, Le Monde, qui est longtemps, en tout cas à l'époque trotskiste du journal, a tiré à boulet rouge sur toutes les monarchies, a fini par écrire il y a quelques années, dans un éditorial qui n'était pas de mon cru du reste, qu'il faut reconnaître que la monarchie au Maroc est profondément populaire. Elle est profondément populaire, et le mot convient parce que c'est une monarchie qui est populaire dans le peuple. Mais, moi qui suis obligé par mes fonctions de fréquenter la bourgeoisie francophone occidentalisée du Maroc, je peux vous dire qu'elle n'est pas du tout monarchiste, et qu'au contraire, dans les dîners mondains de Rabat ou de Casablanca, elle passe son temps à tirer à boulet rouge sur cette monarchie féodale, désuète, etc. Une des campagnes qui revient d'une manière récurrente dans la presse marocaine, c'est le baise-main royal, qui n'est bien sûr pas obligatoire, et qui peut être remplacé d'ailleurs par un baiser à l'épaule, mais la bourgeoisie francophone occidentalisée passe son temps à critiquer ce baise-main au lieu de s'occuper de choses plus sérieuses. Et il faut constater avec regret que ce sont ces gens qui sortent des écoles françaises, qui sont toujours très présentes au Maroc, qui ont malheureusement sucé souvent le lait du républicanisme auprès de leurs professeurs français. Du reste, le roi Hassan II, qui était très lucide, qui voyait ça de près, s'était plaint un jour publiquement de la mauvaise qualité des enseignants, enfin en tout cas la mauvaise qualité idéologique que la France lui a envoyée, alors qu'à l'époque de Lyoté, on envoyait ce qu'il y avait de meilleur. Donc la monarchie marocaine, elle est solide, elle n'est pas à l'abri évidemment d'un accident. Quand je vois par exemple Sa Majesté chérifienne accompagnée de son frère, il n'en a qu'un, et de son fils, il n'en a qu'un, qui prennent tous les trois ensemble le même avion, qui survolent l'Algérie ennemie pour aller en Tunisie, ils sont fous, ou alors ils ont une telle confiance dans leur ascendance mohamédienne, dans leur baraka, comme ils disent, c'est-à-dire leur protection divine, que, évidemment, il pourrait y avoir, comme ça s'est passé d'ailleurs en Ukraine ou autre, un missile d'une origine inconnue. Les Algériens, bien entendu, jouent depuis très longtemps. J'ai été longtemps correspondant du Monde en Algérie. Ils jouaient déjà à cette époque la chute de la monarchie marocaine, qui, bien entendu, est à la tête d'un pays qui fonctionne, qui marche, alors que l'Algérie, comme vous le savez, va à volo. Et ce qu'il faut faire, ce qu'il faut lire aussi, c'est le livre de Philippe de Villiers, qui a les mêmes idées que nous, comme vous le savez, qui avait l'oreille du roi Hassan II, et dans son livre récent,
Je me souviens plus du titre de ce livre. Le moment est venu de dire ce que j'ai vu. Il y a un chapitre absolument extraordinaire sur une soirée passée entre le roi Hassan II et Philippe de Villiers. À l'époque, maintenant le roi est mort en 99, il ne pouvait pas, depuis le vivant du roi, dire ce que le roi lui a dit. Et quand Villiers rentrait dans le bureau, le salon où le roi attendait, le roi lui a dit « Mais pourquoi vous détestez Lyautey ?» Alors Villiers a dit « Bien sûr, mais non, je ne déteste pas Lyautey. » Il a dit « Mais pas vous, mais vos Français. Comment cet homme qui a... » Alors évidemment, le roi du Maroc ne peut pas dire ces choses-là en public, il y a quand même un préjugé. Le protectorat, c'était quand même une période coloniale, mais en privé, et des Marocains, même y compris de la bourgeoisie francophone occidentalisée, le reconnaissent aussi, le Maroc a été fait, refait, rebâti par un royaliste, par Lyautey, et s'il se maintient aujourd'hui avec la vigueur que nous lui connaissons, c'est toujours cet héritage. Et là, la dynastie marocaine est bien entendu au courant de ce que les Français ont fait. Par exemple, en 1912, l'année où le sultan Moulay Hafid, qui est un ancêtre direct du roi Mohamed VI, a signé le traité de protectorat, c'est qu'il n'avait pas d'autre solution, étant donné que les tribus berbères assiégeaient la capitale impériale de Fès, et si les Français n'étaient pas intervenus, Lyautey au premier chef, cette monarchie aurait probablement été balayée dans les poubelles de l'histoire. Et puis, les Alaouites marocains, la dynastie marocaine, sait très bien que lorsque le général Guillaume, à la demande d'ailleurs du pauvre Guido à Paris, a déposé le roi, le sultan, on disait à l'époque, Mohamed V, on lui a fait, sans le savoir, le général Guillaume, qui venait de près de chez nous, puisqu'il était de Guillestre, et qui avait commandé les troupes berbères marocaines pendant des décennies, en déposant le sultan, en acceptant de le déposer à la demande de la République, il a rendu un service immense à cette dynastie. Parce que quand les indépendants sont venus, s'il n'y avait pas eu cette déposition par la puissance protectorale, eh bien, sans doute, les Alaouites auraient été balayés comme les Husseinides de Tunis, comme le B de Tunis l'ont été, parce que le B, l'Amin B n'avait pas eu la chance, si j'ose dire, d'être déposé par le résident général. Donc, nous avons au Maroc, je le vois tous les jours, une dynastie francophone, francophile, et qui joue carrément le jeu anti-islamiste parce qu'elle sait qu'elle y joue aussi sa survie. Ça, je le vois tous les jours, et je le vois aussi avec le fonctionnement d'une monarchie. Et comme monarchiste, par exemple, quand j'étais pas là malheureusement au Maroc quand est né le prince héritier Moulay Hassan, mais quand le couple royal a eu une fille, Lala Khadija, qui porte le nom donc de la première épouse de Mahomet, j'ai vu le Maroc entier descendre dans les rues, danser, chanter toute la nuit et tout le lendemain, pendant que sur les remparts du palais sonnaient les trompettes royales pour annoncer à tout le pays qu'une princesse royale était née. Et j'ai vu à ce moment-là, toucher du doigt, ça m'a, bien sûr, je ne peux avoir connu par mes lectures, la joie qui s'emparait des foules françaises quand naissait un prince ou une princesse à Versailles ou à Paris. Donc, je recommande à mes amis monarchistes de suivre ce qui se passe au Maroc et quand il est possible que dans des sénats, dans des dîners, cette monarchie soit attaquée, eh bien, qu'ils la défendent, parce qu'elle défend aussi, disons le mot, nos intérêts, les intérêts français au Maroc, économiques, industriels et culturels, bien sûr, sont immenses. Voilà ce que je voulais vous dire en vous faisant un peu profiter de mon expérience marocaine. J'aurais pu évidemment m'étendre plus, raconter les liens qui existent entre nos deux dynasties, les Capétiens et les Alaouites, puisque le roi, le sultan roi Mohamed V appelait le comte de Paris mon cousin. En général, c'était entre souverains chrétiens, mais si vous lisez certains livres, dont tout simplement Tous mes bonheurs de la comtesse de Paris, vous verrez que Blanche de Castille
avait une grand-mère arabe que certains rattachent, en tout cas c'est ce que faisaient Mohamed V et Hassan II, rattachent à Mahomet, et que donc Blanche de Castille ayant instillé son sang dans notre dynastie, les Alaouites du Maroc et les Capétiens de France ont donc des liens de parenté. Je terminerai sur ce point. Pour ma part, j'ai pris conscience de l'importance des traditions françaises au Proche-Orient, notamment bien sûr, surtout à travers la monarchie de notre pays, grâce à mes études de sciences politiques, puisque, on l'a dit, j'ai fait une thèse sur les relations du Liban avec son voisinage, ce qui m'a donné l'occasion de faire de nombreuses recherches dans les archives du Quai d'Orsay et de lire beaucoup de livres d'histoire. Et puis là-bas, au Liban, on entend encore on voit encore des parents qui donnent des prénoms étonnants à leurs enfants, comme Jeanne d'Arc. Saint-Louis est très vénéré dans ce pays. Il y a de beaux vestiges, de châteaux qu'il a construits pendant les croisades, etc. Donc moi, je vais vous parler des chrétiens du Proche-Orient, et notamment du rôle néfaste de la France d'aujourd'hui à leur égard. D'abord un petit constat, un grave constat plutôt. Il y a 5 ans, vous vous rappelez, début 2011, l'Occident s'enthousiasmait face aux révoltes arabes, qu'on a baptisées aussitôt d'une manière étrange les printemps arabes. On se disait, voilà, le monde arabe, sous-entendu évidemment le monde musulman, l'islam, s'ouvre enfin au droit de l'homme, à la démocratie, à la modernité. Une nouvelle ère semblait s'ouvrir, plus de dictature, la paix entre les peuples et l'entente entre les religions. Voilà, tout ce discours qu'on entendait à l'époque. Alors pour moi, avec le recul, je peux dire que ces réactions étaient infantiles, irréfléchies, irréalistes. Aujourd'hui, non seulement les pays touchés par ces révoltes sont plongés dans ce qu'on appelle maintenant l'hiver arabe, mais ils sont la proie d'une terreur islamiste qui dépasse d'ailleurs largement leurs frontières pour se répandre dans le monde entier. Nous sommes engagés, il faut le dire, dans une 3e guerre mondiale, même si elle est d'un genre nouveau, on n'est pas avec des guerres de tranchées. Les experts qualifient cette guerre ou ces agressions de guerre asymétrique. Et là, il est revenu tout à l'heure une phrase prophétique du pape Saint Jean-Paul II, qui avait tout fait, sans doute vous en souvenez-vous, pour empêcher la guerre d'Irak en 2003, lorsque les États-Unis voulaient en finir avec le régime de Saddam Hussein. Pendant des mois et des mois, Jean-Paul II a envoyé des émissaires partout pour dénoncer ce projet criminel, d'autant plus qu'il était fondé sur des mensonges, un double mensonge. Des armes de destruction massive et la soi-disant présence d'Al-Qaïda en Irak. En plus, Jean-Paul II était furieux contre George Bush, qui prétendait agir selon une volonté divine, rien que ça. Et alors voilà, donc voyant que tous ces efforts étaient vains, 2 mois exactement avant le début de cette guerre qui a commencé le 18 mars 2003, le pape a déclaré ceci: la guerre en Irak allumera un incendie terroriste dans le monde entier. Alors voilà, nous y sommes. C'était vraiment prophétique. Évidemment, le pape pensait à la situation, aux conséquences dramatiques que les chrétiens allaient endurer de cette guerre tellement injuste. Alors maintenant, je reviens aux révoltes arabes pour parler des réactions de ces chrétiens d'Orient. D'abord, l'expression hiver islamiste qu'on entend maintenant, eh bien, elle a été lancée par des dignitaires religieux chrétiens de Syrie et du Liban. Mais évidemment, personne chez nous n'a voulu les écouter, y compris en France. Voilà, comme je l'ai déjà un peu dit, on se persuadait que par leur culture, les chrétiens sont attachés aux idéaux dont se réclamaient ceux qui avaient déclenché ces révoltes. C'est vrai que les révoltes n'ont pas été déclenchées par des islamistes, mais des gens qui voulaient davantage de liberté, plus de justice, l'égalité entre les hommes et les femmes, la laïcité de l'État pour certains aussi. Alors, nous, ici, on se disait, eh bien, les chrétiens doivent se réjouir de ces perspectives, de ce combat, et y participer pleinement. Or, c'est tout le contraire qu'on a entendu.
à part quelques intellectuels occidentalisés, souvent exilés en France, que le gouvernement a d'ailleurs soutenu, la plupart des chrétiens d'Orient se taisaient, tandis que leurs responsables exprimaient pour leur part de graves appréhensions face à l'avenir qu'ils considéraient comme menaçant pour la présence chrétienne au Proche-Orient. Par exemple, une visite très importante. En septembre 2011, le patriarche des Maronites, nouvellement élu, le cardinal Béchar Araï, est venu en visite officielle en France, comme c'est la tradition. Chaque fois qu'un patriarche maronite est élu, il vient en France, c'est le premier pays qu'il visite, à part le Vatican, bien entendu. Alors, le cardinal Araï arrive à Paris, il rencontre Nicolas Sarkozy, président à l'Élysée, et puis différentes personnalités, la presse aussi. Il a émis 3 craintes pour l'avenir face à ces révoltes arabes qui avaient commencé quelques mois auparavant. Il envisageait 3 scénarios, tous dramatiques. Soit nous aurons, disait-il, des régimes pires que les régimes actuels, parce que ce seront des dictatures religieuses et non plus des dictatures laïcisantes. Je refuse de dire laïcisantes. Soit nous aurons le chaos à l'irakienne. L'Irak était donc plongé dans une guerre qui continue, comme vous le savez, aujourd'hui, avec l'éclatement du pays. Et puis, justement, disait le patriarche, le Proche-Orient risque d'éclater en entités confessionnelles qui seront en guerre perpétuelle les unes envers les autres. Et nous, chrétiens, nous serons pris entre tous ces feux. Et quel sera notre avenir? La France a très très mal réagi à ces propos. On l'a dit au patriarche. Même l'ambassadeur de France à Beyrouth, Denis Piton à l'époque, a fait une conférence de presse à Beyrouth disant les propos du patriarche nous ont surpris et déçus. Rien que ça. Ensuite, je vais voir le patriarche, mais pour sa part, je vais donner juste quelques exemples. L'archevêque des Melkites d'Alep, Monseigneur Jean Bart, de passage en France en janvier 2012, à la télévision, sur France 24, a exprimé l'inquiétude des chrétiens de son pays, la Syrie, d'être soumis de nouveau à une dimitude qu'ils ne connaissaient plus sous le régime des Assad. Je le cite rapidement. Voilà ce qu'il a dit. « Je ne veux pas être un citoyen qui mendie ses droits, comme cela a été le cas pendant 1400 ans. Il nous faut plus de liberté, plus d'égalité et de justice sociale. Il faut éliminer la corruption, c'est une priorité. Mais la démocratie, dans sa version occidentale, n'est pas transposable en Orient. » Lui aussi, bien sûr, il a subi maintes critiques. Il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, 2011-2012, les chrétiens de Syrie vivaient avec l'image de ce qui s'était passé en Irak. Autrement dit, les chrétiens d'Irak venaient beaucoup en Syrie se réfugier et ils témoignaient, voyaient, donc les chrétiens syriens, voyaient ce qui était arrivé à ce pays. Donc les chrétiens ballottaient de tous les côtés. Vous savez d'ailleurs que depuis 2003, la chrétienté irakienne est passée d'environ 1 million de personnes à aujourd'hui moins de 300 000, dit-on, et encore. Je me demande si ce chiffre est exact. Alors, dès le début de la Révolution, les chrétiens de Syrie ont été également victimes de violences. On a vu apparaître sur les murs de certaines villes ce slogan, les Alaouites, donc la confession du président Assad, les Alaouites au tombeau, les chrétiens à Beyrouth, donc plus de chrétiens en Syrie. Les islamistes reprochaient aussi aux chrétiens d'être, je cite, les ennemis de la révolution. 2 évêques d'Alep ont été enlevés. On n'a aucune nouvelle depuis lors. Plusieurs prêtres ont été assassinés dans diverses régions. À Lula, au nord de Damas, où on parle encore l'araméen, les islamistes sont intervenus, ont chassé l'armée qui protégeait la localité et ont sommé les habitants de se convertir à l'islam. Ça a donné 3 martyrs de la même famille, la famille Sarkis. Des saccages d'églises, des péchés de monastères, le tombeau de Saint-Maron, à Mrad, dans le nord de la Syrie. Tout ça a été fait l'objet de destruction massive et puis de nombreux enlèvements de laïcs dont on est parfois sans nouvelles. En Égypte aussi, ça n'a pas été facile. L'Égypte a été touchée, comme vous le savez, par les révoltes arabes. Alors au début, le patriarche des Coptes orthodoxes, Shenouda, ne voulait pas se mêler aux manifestants. Il a demandé
à ce que ses fidèles soutiennent le régime de Hosni Moubarak. Mais malgré tout, des Coptes ont participé à cette révolution. Mais leur attitude a changé lorsque les frères musulmans et les salafistes également ont commencé à participer aux manifestations, ont rejoint le mouvement. Évidemment, pour eux, c'était une occasion sans doute inespérée d'avoir une participation au pouvoir politique, en tout cas d'être reconnus légalement aussi. Et c'est ce qui s'est passé après la chute de Moubarak. Alors les chrétiens ont énormément souffert à ce moment-là, parce que même le Conseil supérieur des forces armées n'a pas assuré leur sécurité. Peut-être vous vous souvenez d'un épisode terrible. En octobre 2011, l'armée a attaqué des manifestants coptes pacifiques qui étaient donc réunis au Caire. 20 chrétiens ont été tués et jetés simplement comme ça dans le Nil. Puis est intervenue l'élection de Mohamed Morsi, représentant des frères musulmans, en juin 2012. Alors là, pendant un an, ça a été l'horreur pour les chrétiens. Et les chrétiens ont donc participé à l'immense pétition qui a demandé l'éviction de ce régime des frères musulmans, ce à quoi le maréchal Sisi, chef de l'armée égyptienne alors, a répondu, et donc en évinçant Mohamed Morsi. En France, évidemment, on a crié au coup d'État, c'était antidémocratique, etc. Alors que Morsi, lui, avait été élu selon un processus démocratique. Le problème, c'est que quand on parle de démocratie, on oublie qu'en Orient, les majorités et les minorités sont confessionnelles et non pas laïques. Donc les conséquences, évidemment, ne sont pas les mêmes. Alors je voudrais juste dire un mot sur la situation actuelle des Coptes depuis que le maréchal Sisi est au pouvoir. Les Coptes se sentent réconfortés par sa présence. C'est vrai, je reçois des témoignages réguliers de là-bas. Le maréchal Sisi, le président de la République, est allé aux 2 messes de Noël, l'année dernière et cette année, dans la cathédrale Saint-Marc du Caire, et il a prononcé des discours vraiment apaisants. Il dit aux Coptes, vous êtes des Égyptiens avant tout, et les musulmans aussi. Il n'y a plus ni chrétiens ni musulmans, il y a des Égyptiens. Cette année, il a ajouté, nous devons tous construire ensemble une religion de l'amour. Alors, je n'ai pas d'illusion, bien entendu, mais je parle de la position et de l'attitude du maréchal Sisi. Tout de même, il y a un geste qu'il a eu et qui mérite d'être connu ou rappelé si ça vous a échappé. L'année dernière, une vingtaine de Coptes émigrés en Libye ont été assassinés au bord de la Méditerranée. Vous avez sans doute souvenir de ce drame. Et alors, aussitôt, le maréchal Sisi a décrété un deuil national de 3 jours. Il a promis aux habitants aux parents des victimes de ces assassinats une pension à vie, et il a demandé à ce qu'on construise une église des martyrs dans le village d'où venaient la plupart de ces victimes. Il a donné un terrain pour cela. Malheureusement, il s'est passé ce que Jean-Pierre a souvent décrit, notamment dans le radeau de Mahomet, un règlement à l'égyptienne. Donc, le maréchal Sisi n'a même pas pu être entendu jusqu'au bout. Le chantier de l'église a commencé. Des émeutes islamistes sont intervenues, disant, mais comment se fait-il? C'est comme qu'ils ont déjà une église dans le village, on va en construire une seconde. Et la police, l'administration locale, ont organisé des rencontres de conciliation. Et dans ces rencontres de conciliation, comme toujours, eh bien, les chrétiens sont les perdants. Ce qui s'est passé, c'est que, au nom de la paix, l'église, elle est certes construite, mais sans clocher, avec un seul étage, alors que souvent les églises coptes ont également un étage. Voilà, donc, ce qu'il en est. Et malgré tout ça, malgré toutes ces mises en garde de nos amis du Proche-Orient, nos amis chrétiens, la France a persisté dans son attitude. Je veux citer par exemple Alain Juppé, alors ministre des Affaires étrangères, nous étions donc au temps de Nicolas Sarkozy. Il a publié un long article de 2 pages dans La Croix, du 28 février 2012, en disant ceci: la meilleure protection pour les chrétiens d'Orient et la véritable garantie de la pérennité de leur présence réside aujourd'hui dans l'instauration de la démocratie et de l'état de droit dans les pays arabes. Quant à Laurent Fabius, depuis que
François Hollande est au pouvoir, il adopte exactement la même politique. Dès le début, on a dit, vous savez, pour la Syrie, il faut que Bachar s'en aille, et puis voilà, sans toute forme de procès, sans réfléchir aux conséquences. Moi, je ne défends pas le régime de Bachar, bien entendu, mais il faut être réaliste et voir les choses comment elles sont en vérité. Et alors, par rapport à l'Égypte, la France s'est félicitée au début de l'élection de Morsi et a protesté contre son élection, comme je l'ai déjà dit. Au fond, moi je constate un aveuglement idéologique concernant le concept de démocratie, laïque chez nous, confessionnelle là-bas, je l'ai déjà dit. Et cela montre qu'il y a une méconnaissance des réalités du Proche-Orient concernant l'organisation des États et des sociétés. Méconnaissance des réalités traditionnelles et actuelles. On fait comme s'il n'y avait pas eu ce réveil de l'islam politique. Ce réveil a plusieurs causes, il est passé par plusieurs étapes, je n'ai pas le temps de les évoquer maintenant, mais tout de même nous le savions si nous avions tout simplement les yeux ouverts. Alors tout ça c'est quand même très surprenant, puisque la France entretient des rapports intimes avec le Proche-Orient et le Maghreb également, depuis si longtemps, depuis des siècles. Comment expliquer j'avais fait un article dans une revue catholique, la Nef, que j'avais intitulé « L'amnésie fautive ». Nous avons oublié notre histoire, et l'histoire du Proche-Orient, région à laquelle nous sommes tellement liés. Voilà, alors aujourd'hui, eh bien, nous sommes en pleine terreur au Proche-Orient, vous savez, avec l'émergence de l'État islamique, ce califat autoproclamé par son chef, Abou Bakr el-Baghdadi, la prise de Mossoul en juin 2014. Depuis lors, il n'y a plus un seul chrétien dans cette grande ville, la seconde ville de l'Irak, qui est considérée comme le berceau du christianisme mésopotamien. Deuxième étape, la prise, toujours par les djihadistes, de toute la plaine de Ninive, la grande région qui entoure Mossoul, où beaucoup de Mossouliotes s'étaient réfugiés. Et là, tout le monde, nouvel exode vers le Kurdistan irakien, à Erbil notamment, où c'est très difficile pour eux parce que ce sont des arabophones. Au Kurdistan, on parle le kurde, évidemment. Et puis, vous savez, les chrétiens d'Irak, certes, sont bien accueillis aujourd'hui au Kurdistan, mais ils savent très bien que tout cet accueil est intéressé. Les Kurdes espèrent avoir un jour un État indépendant, mais les chrétiens ne peuvent pas oublier qu'il y a 100 ans, les Kurdes ont participé de manière très active au génocide contre les Arméniens, les Assyro-Chaldéens, contre tous les chrétiens de la région. Donc l'avenir n'est pas du tout rassurant pour eux à l'idée de rester dans cette région de l'Irak. Et les succès de Daesh sont tellement importants que comment peuvent-ils être rassurés également? Je pense que vous savez que si Daesh a tellement de succès, c'est parce que non seulement il y a les djihadistes, mais les anciens baassistes, les anciens de l'armée de Saddam Hussein, ont largement rejoint l'État islamique parce qu'ils souffrent de la revanche prise par les chiites qui se sont emparés du pouvoir avec l'aide des Américains en 2003. D'ailleurs, dans le monde Proche-Orient, je dis souvent, on passe de revanche en revanche, frustration, revanche, et ainsi de suite, sans arrêt. Voilà, l'État islamique contrôle une grande partie des territoires irakiens et syriens, avec deux capitales, Raqqa en Syrie, Mossoul en Irak. Je veux simplement conclure en disant que vraiment, il serait temps que l'Occident, et en particulier la France, prennent conscience de leur responsabilité immense dans les malheurs de nos frères chrétiens d'Orient qui se trouvent aujourd'hui soit acculés à la dignitude, forcée, violente même, soit à un exode sans espoir de retourner chez eux. La question se pose plus que jamais. J'avais publié un livre avec ce titre-là il y a quelques années, en 2008, c'est pas si vieux finalement. Les chrétiens d'Orient vont-ils disparaître? Alors ils ne vont pas disparaître de la face de la terre, certainement, mais de leur berceau historique, oui, c'est à craindre. Voilà. Bien, je savais que, intervenant après l'avancée des causes, et Madame Laurent, je n'aurais pas la tâche facile, mais au fond, je suis presque rassuré au moment de prendre la parole devant vous, puisque tout a été dit.
tout a été dit sur le thème qui nous occupe ce soir, une terreur, l'autre est à l'urgence. On nous a montré ici que nous étions effectivement dans l'ombre de cette terreur qui s'est abattue d'abord en Orient et qui maintenant nous touche directement. Et face à cette terreur, finalement, l'exemple de la monarchie chérifienne nous montre que l'urgence est politique. L'urgence est politique puisque le seul rempart finalement qui tienne face à la montée de cette terreur, c'est une barrière politique, celle qu'au Maroc précisément, eh bien, la monarchie arrive à maintenir. Alors, nous sommes, paraît-il, en France aujourd'hui sous un régime d'état d'urgence, qui est plus une urgence médiatique sans doute qu'autre chose, puisque l'urgence dont il s'agit est sans doute celle de faire réélire l'actuel président de la République. Et je pense que, plus sérieusement, les propos que nous venons d'entendre doivent nous inciter à essayer de nous convaincre d'abord qu'il s'agit de passer de cette urgence médiatique à une urgence véritablement politique. Pourquoi? Eh bien parce que, comme M. Perron-Sélulos a cité Pierre Boutan tout à l'heure en commençant, et effectivement, Boutan nous a appris notamment que eh bien, le pouvoir politique a quelque chose de sauveur. Dans son ouvrage Reprendre le pouvoir, et il commence par ce constat: sauve qui peut. Pour sauver, il faut pouvoir. Le pouvoir est quelque chose de salvateur. Et lorsqu'il s'agit du pouvoir politique, ordonné au bien commun, eh bien ce pouvoir est seul apte au fond à sauver précisément la société civile qui aujourd'hui eh bien, est à l'ombre de la terreur et a donc un besoin particulier de ce pouvoir salvateur. Le pouvoir donc sauveur, ce pouvoir nous en avons besoin car c'est notre existence en tant que société humaine, en tant que peuple, qui est aujourd'hui menacée par cette terreur qui nous revient finalement 2 siècles après la prière de Louis XVI sur l'échafaud, demandant que le sang qu'on allait répandre ne retombe sur la France. Donc nous avons besoin aujourd'hui d'un pouvoir qui retrouve le sens du salut de la nation au service de laquelle il se trouve. Ce salut donc de la France en tant que peuple et de tous les peuples qui sont aujourd'hui sous l'ombre de la terreur, ce salut eh bien, appelle un pouvoir politique véritable. Et pour le trouver ou le retrouver, ce pouvoir politique, il me paraît urgent justement de poser quelques questions politiques. D'abord, questions politiques destinées à préparer des réponses qui pourraient également être des réponses politiques. Alors, en quelques mots simplement, des questions tout d'abord. Notre actualité la plus récente pose, me semble-t-il, ou doit nous inciter à poser un certain nombre de questions politiques. L'heure est venue sans doute de questionner les fondements de notre ordre politique, les fondements de cet ordre politique dont on nous rebat les oreilles à mesure même que l'on se rend compte sans doute de son inconséquence. Je prendrai simplement 2 exemples pour ne pas passer en revue toutes les valeurs de la République, mais simplement des fondements les plus assurés, semble-t-il, de notre ordre politique, menacé justement par le terrorisme islamiste, la liberté et l'état de droit. La liberté, tout d'abord. La liberté mérite aujourd'hui d'être questionnée, et elle l'est d'ailleurs ne serait-ce que par l'existence de ce fameux état d'urgence. La liberté était, dans l'idéologie républicaine, une espèce d'abstraction très lyrique qui finalement se passait très bien de la réalité. Et aujourd'hui que la réalité nous éclate à la figure en quelque sorte, cette liberté doit être interrogée et elle doit l'être avec ces questions toutes simples que posait Maurras. La liberté de qui? La liberté de quoi? La liberté du voleur s'appelle le vote, la liberté du saint s'appelle la sainteté, faisait-il remarquer. Et je crois que cette question, justement, aujourd'hui, elle s'impose avec une particulière acuité
On ne peut plus invoquer la liberté, comme ça de manière abstraite et générale, comme un fondement de l'ordre politique, de l'ordre social, sans se demander à qui elle s'applique et à quoi elle s'applique. Car sinon, eh bien, nous voyons bien que cette liberté, elle se retourne contre, finalement, eh bien, cet ordre politique lui-même. Donc on a là un questionnement qu'aujourd'hui on ne peut plus éviter, me semble-t-il, et qui pourrait être politiquement salutaire. Deuxième exemple, celui de l'état de droit. Alors, évidemment, on a rappelé tout à l'heure la critique juriste, je ne vais pas vous dire du mal de l'état de droit, loin de là, mais je voudrais simplement en rappeler les limites. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'état de droit, c'est en réalité la protection simplement par l'ordre politique d'un certain nombre de droits individuels, de droits subjectifs qui sont eux-mêmes eh bien simplement définis par la loi, expression de la volonté générale. Et c'est en cela que consisterait simplement notre état de droit. Or, on s'aperçoit que ce fameux état de droit, eh bien, dans des situations qui commencent simplement à être des situations graves, qui pourraient devenir extrêmes, eh bien, il ne permet pas tout simplement de maintenir l'ordre politique, l'ordre social et tout simplement la paix au sein de nos frontières. Et donc, il faut trouver des accommodements avec cet état de droit. Alors, plutôt que de trouver des accommodements avec l'état de droit, il faudrait peut-être s'interroger sur ce qu'est cet état de droit. Il est certes important de reconnaître des droits au sein d'une société politique, mais il faut toujours rappeler ce que faisait Solzhenitsyn, que eh bien, cela ne suffit certainement pas à remplir la totalité de la vie humaine, de l'espérance humaine et des potentialités de l'être humain. Le droit est quelque chose de beaucoup trop imparfait, de beaucoup trop froid pour remplir, au fond, une vie humaine et une vie sociale. Donc on ne peut pas limiter simplement l'ordre social, l'ordre politique, à le simple respect d'un état de droit conçu comme la garantie de droits individuels. Il y a quelque chose au-dessus, et de même que la liberté risque d'être une notion vide, eh bien cet état de droit risque de se limiter à quelques droits eux-mêmes vides de sens. Voilà des questions politiques qu'on ne peut plus aujourd'hui, me semble-t-il, éviter, et de ce point de vue-là, la terreur qui nous est imposée, eh bien, peut-être finalement le moyen, le moment opportun pour se poser ce genre de questions et y apporter du coup des réponses politiques qui s'avèrent urgentes. Ces réponses politiques, eh bien, elles se fondent justement sur les besoins de l'état présent de la société, l'état présent de notre société soumise à cette pression terroriste et qui fait apparaître, il me semble, deux caractères du pouvoir politique qui s'avèrent particulièrement d'actualité. Son indépendance tout d'abord et sa sacralité ensuite. Son indépendance. L'indépendance du pouvoir politique qui est tout à fait essentielle pour justement eh bien, répondre à cette terreur qui nous est imposée et y répondre dans le but de la seule protection de la société politique dont ce pouvoir a la charge. Sans indépendance, il n'y a pas d'action politique possible et toute action politique est en réalité eh bien, ordonnée à autre chose qu'à ce à quoi elle doit l'être par nature. On ne voit que trop bien aujourd'hui combien précisément les situations les plus dramatiques, les plus extrêmes, sont utilisées au fond uniquement pour satisfaire des petits besoins ou des petits intérêts personnels ou partisans. Donc, à des situations extrêmes, eh bien, il faut répondre par un pouvoir politique qui soit pleinement politique et qui, pour cela, soit pleinement indépendant, y compris de ceux auxquels il s'applique. Autre réponse politique qui me paraît s'imposer au regard de la situation que nous vivons, c'est le besoin d'une certaine sacralité du pouvoir politique. Vous avez rappelé à propos de
l'exemple marocain, combien cette monarchie marocaine, même si on peut effectivement regretter qu'elle ne soit pas chrétienne, eh bien, était malgré tout une monarchie profondément religieuse. Et c'est sans doute aussi l'une des raisons pour laquelle elle a réussi à intégrer dans le jeu politique marocain, comme vous l'avez rappelé, des islamistes qui, dans d'autres contextes politiques, et le parallèle avec la Turquie était ici particulièrement éclairant, ont une capacité de nuisance sans commune mesure avec ce qui se passe au Maroc. On voit bien comment ici la sacralité du pouvoir politique, dans des circonstances extrêmes où des idéologies s'imprègnent d'un vernis religieux ou d'ailleurs d'aspiration religieuse réelle pour précisément semer la terreur, on voit bien comment cette sacralité du pouvoir politique est au fond la seule barrière qui puisse être opposée à cette terreur d'inspiration plus ou moins religieuse. Il y a là, me semble-t-il, quelque chose qui nous ramène directement au 21 janvier 1793. Il y y a dans le testament de Louis XVI, on entend chaque année, et chaque année, certains d'entre vous sans doute, et j'ai moi-même été dans le monde pendant longtemps, sont parfois au moins étonnés, mais au sens fort du terme, et peut-être même choqués par ce passage dans lequel Louis XVI, s'adressant à son fils, lui dit s'il avait le malheur de devenir roi. Je demande à mon fils s'il avait le malheur de devenir roi. Eh bien, à la réflexion, il me semble que dans ces paroles-là, eh bien, Louis XVI ne fait que, au fond, exprimer sa qualité de roi sacré. Car pour un roi sacré, être roi, c'est d'une certaine manière, oui, un malheur. Un malheur parce que justement il est sacré. Et que dans le sacré, eh bien, il y a le sacrifice. À Rome, vous savez, ce qui est sacré est odieux. Ce qui est sacré, c'est la personne qui est sacrée, c'est celle que l'on tue pour le salut commun. Et Louis XVI, au moment de mourir, eh bien, a pleinement conscience de cela. Et il dit à son fils, oui, s'il avait le malheur de devenir roi. Parce que justement, il rappelle par là le caractère sacré et sacrificiel de la fonction royale. Ce caractère sacrificiel qui a fait que Louis XVI est mort pour la France sur l'échafaud. Et entre son testament, où il parle de ce malheur d'être roi, et ses dernières paroles, où il prie Dieu que son sang ne retombe pas sur la France, il y a tout le drame et en même temps toute la fonction de la monarchie sacrale. Et au fond, 2 siècles après, plus de 2 siècles après, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que ni plus ni moins, me semble-t-il, que les conséquences, au fond, de cette absence de sacré dans le politique. Lorsque le sacré n'est pas incarné dans le politique et au sommet du pouvoir politique, eh bien, il est ensauvagé en quelque sorte, il est répandu, et le sang qui se répand sur les trottoirs de nos rues est finalement la contrepartie, d'une certaine manière, de ce sang royal qui est malheureusement absent à la tête de l'État. Il y a donc une période qui s'ouvre devant nous, que nous vivons, et qui peut et qui doit nous inciter à poser ces questions fondamentales, ces questions politiques essentielles, et à tenter d'apporter les réponses également politiques qu'appellent ces questions. Et pour cela, eh bien, il faut, me semble-t-il, retrouver justement le sens de notre vocation politique en tant que peuple. Et peut-être, et vous me permettrez de conclure en évoquant là encore Maurras, tout simplement, si j'ose dire, monter sur la dentelle du rempart, puisqu'aussi bien nous sommes assiégés, et bien monter sur la dentelle du rempart pour scruter non pas l'horizon, mais les profondeurs de notre être, les profondeurs de notre histoire, et y découvrir les leçons
que, à travers l'ombre de la terreur, l'histoire qui se passe, qui se déroule sous nos yeux, nous incite à finalement apporter ici des réponses politiques. Je nous incite donc ce soir du 21 janvier, eh bien, à être des veilleurs sur la dentelle du rempart, non pas pour contempler les ruines, non pas pour attendre les barbares, ils sont déjà là, mais pour, encore une fois, simplement regarder de très haut et scruter les profondeurs de notre histoire pour y voir et pour y discerner le seul visage politique qui pourrait nous sauver, qui est un visage royal. Merci.